Bonjour, je suis Victor Mathieu, je suis assistant en cardio à l'hôpital d'Annecy. Puis je vais vous faire un topo sur les MINOCA, ce qui signifie Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries, donc les infarctus sans obstruction coronaire. C'était initialement ce qu'on appelait le syndrome X cardiaque, donc des douleurs thoraciques d'effort ou de repos, avec de l'ischémie et de la troponine, mais sans obstruction coronaire. Et puis, donc c'était assez vaste au début, et puis on voit qu'au fur et à mesure des consensus des sociétés savantes, on essaye de définir de mieux en mieux ce que c'est que les infarctus, les MINOCA et les SCAD type 2. Et sur la quatrième définition d'infarctus de l'ESC, il distingue bien trois entités différentes. Donc la acute myocardial injury, donc qui est une agression myocardique d'origine non ischémique, où on va avoir une augmentation de la troponine, l'infarctus du myocarde de type 1, et puis le SCAD type 2. Donc c'est compliqué de mettre le MINOCA à côté de tout ça, parce que le MINOCA, c'est un petit peu ce qu'on voit pas à l'œil nu, et puis ça va faire partie en fait un petit peu de ces trois définitions. Une chose qui est certaine, c'est qu'il ne faut pas faire le rapprochement trop rapide troponine égale MINOCA, parce que là on voit sur ce tableau de l'ESC aussi qu'il y a de multiples causes d'augmentation de la troponine. Donc il y a toutes les causes coronaires sur lesquelles on va revenir, et puis les causes non coronaires avec en partie du MINOCA, de la myocardite, du Takotsubo, des cardiomyopathies, mais aussi des tachycardies. Donc là on va rentrer dans le SCAD type 2. Et puis toutes les causes vraiment extracardiaques, donc par exemple l'AVC, l'embolie pulmonaire, tous les états graves, que ce soit le sepsis, tous les états de choc, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, et puis l'insuffisance rénale avancée. Il y a une chose qui rentre en compte dans le diagnostic des MINOCA, évidemment, c'est la troponine. Et on va diagnostiquer de plus en plus de MINOCA, puisque l'évolution de la troponine fait que c'est de plus en plus sensible, et on détecte des mouvements de troponine qu'on ne détectait pas auparavant. Donc là, par exemple, on voit une augmentation de la sensibilité pour les troponines IUT qui sont utilisées quand on utilise la troponine ultra sensible. Et alors qu'avant, on détectait vraiment que des augmentations pathologiques de la troponine, maintenant, on peut doser une troponine, même chez quelqu'un, un sujet sain. Et donc, on va être obligé de mettre un seuil de positivité de la troponine. Et donc, les MINOCA, on en détecte plus sur des augmentations élevées, mais aussi il y a des augmentations très faibles de troponine qui peuvent rentrer là-dedans. Donc on en vient à la définition du MINOCA. Donc il faut trois critères. Donc la définition de l'infarctus du myocarde, donc une augmentation de la troponine au-dessus du 99e percentile, avec des symptômes, des signes électriques, du thrombus à la coronarographie, ou une perte de viabilité, ou une apparition de onde Q sur l'électrocardiogramme. Et il faut une absence de cause manifeste de la présentation aiguë. Donc ça veut dire que d'emblée, il faut essayer d'écarter tous les SCAD type 2, qui sont le résultat d'un déséquilibre entre les besoins du myocarde et les apports, dont on connaît les causes. Et puis les tableaux cliniques évidents, qui ne sont pas des MINOCA, donc ça va être la myopéricardite avec un tableau de présentation vraiment type péricardite, la myocardite quand elle est très évidente, l'embolie pulmonaire ou la contusion myocardique. Donc finalement, on retrouve tout ça dans les MINOCA. On peut les distinguer en deux classes, les causes coronaires. Donc c'est toutes les causes qu'on va développer plus tard dans le diapo, et puis les causes non coronaires qu'on va développer aussi. Et donc on comprend que en fait c'est vraiment intriqué. On ne peut pas le mettre à part du SCAD type 1, SCAD type 2. Ça va être intriqué dans tous les types de syndrome coronarien aigu. Et parfois c'est difficile, et parfois il faut même revenir en arrière et se reposer la question, est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'un SCAD type 2 ou d'autres choses, et pas partir directement sur un diagnostic de MINOCA. Donc là, je vais présenter une étude de Pasupati, qui est une grande méta-analyse de 2015, où ils ont pris 28 études. On voit que ça fait un effectif de patients qui est
moins important de ce qu'on a l'habitude. Donc, on a 5300 patients à peu près. Et donc 5300 patients qui ont un vrai MINOCA. Et ça représente, selon les études, entre 1 et 14% de tous les syndromes coronariens aigus. En moyenne, on parle de 6%, avec une présentation d'infarctus ST+, dans un tiers des cas, et puis un scan non ST+, le reste du temps. Et une population qui est un petit peu différente du SCAD type 2 ou du SCAD type 1, avec un âge plus jeune, l'âge médian est de 55 ans. Et puis, la femme est plus représentée que dans le SCAD type 1. On atteint 40% de femmes. Après, pour ce qui est des facteurs de risque cardiovasculaire, on retrouve à peu près les mêmes. La seule chose qu'on peut signaler, c'est qu'il y a peut-être un petit peu moins de dyslipidémie dans ces MINOCA. Ça, c'est une étude qui s'est intéressée au pronostic de tous les MINOCA, quelle que soit la cause. Et bon, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que la morbimortalité est quand même moins importante que dans le SCAD de type 1, mais elle reste quand même significative. À 12 mois, on est à près de 4%. Et le MINOCA, on va avoir des diagnostics très différents. Et si on arrive à mieux faire le diagnostic et à mieux orienter la thérapeutique, on va pouvoir essayer de baisser un petit peu cette mortalité. Donc, comment on va arriver au diagnostic? Donc, c'est d'abord évidemment l'anamnèse et l'examen clinique. Les outils, ça va être l'électrocardiogramme, l'échographie, la coronarographie, l'imagerie endocoronaire, des tests fonctionnels au méthergin ou à l'adénosine, la biologie et puis l'IRM cardiaque qui a une place prépondérante maintenant dans le MINOCA. Donc maintenant, on va commencer par détailler un petit peu toutes les causes de ces infarctus à coronaire saine. Le premier, qui en fait n'est pas un infarctus, mais la myocardite, mais je le présente en premier parce que c'est ce qu'on rencontre finalement le plus souvent dans le MINOCA. Donc ça va être une inflammation aiguë du myocarde. Et encore aujourd'hui, le diagnostic, le gold standard, ça va être la biopsie endomyocardique, qu'on réalise en fait presque jamais. En tout cas, elle va retrouver une infiltration inflammatoire du myocarde, associée à de la nécrose, mais qui n'est pas d'origine ischémique. Il y a plusieurs origines. Celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'origine infectieuse et surtout virale. Après, il va y avoir des myocardites dysimmunitaires qui vont avoir une prise en charge un peu spécifique, et puis des myocardites toxiques. Et on va avoir 3 tableaux d'évolution de la myocardite, soit la myocardite fulminante, la myocardite aiguë et la myocardite qui se chronicise ou myocardite chronique. Donc ça, c'est tous les critères qu'il faut remplir pour avoir la vraie définition de la myocardite aiguë. Globalement, il faut un critère de présentation clinique et un critère diagnostique, et tout ça en l'absence de lésion coronaire ou d'une cardiopathie qui pourrait expliquer le tableau clinique. Les présentations cliniques, donc ça va être soit comme un syndrome coronarien aigu, ou une insuffisance cardiaque aiguë, ou une insuffisance cardiaque qui s'aggrave, une insuffisance cardiaque inexpliquée depuis plus de 3 mois, et les causes très aiguës et très menaçantes, que ce soit rythmique, hémodynamique ou les morts subites ressuscitées. Donc ça va être les tableaux cliniques qu'on peut rencontrer dans la myocardite. Et les critères diagnostiques, donc déjà, sur l'électrocardiogramme, on va avoir des signes d'ischémie, on peut avoir des troubles de conduction, des arythmies à l'étage atrial ou ventriculaire, du microvoltage ou simplement de l'extrasystolie ventriculaire, ça peut suffire. Il y aura forcément une augmentation de la troponine, éventuellement une anomalie fonctionnelle ou structurelle ventriculaire gauche ou droite. Et puis, il y a des critères bien définis en IRM qui permettent d'obtenir le critère diagnostique de la myocardite. Donc dans ce tableau de l'ESC, qu'on va évidemment pas apprendre complètement, hein, mais ça résume toutes les causes de myocardite. Celles qu'on va souligner, qu'on peut rencontrer plus fréquemment. Donc premièrement, c'est toutes les myocardites virales, hein, que ce soit respiratoire, digestif ou le Covid-19, les myocardites à Covid-19. Sinon, au niveau infectieux, ce qu'il faut penser à rechercher, c'est la maladie de Lyme, qui se diagnostique facilement sur la biologie. Et puis, sur les myocardites dysimmunitaires, on va rechercher les myocardites à cellules géantes, qui sont de mauvais pronostics et qui vont nécessiter un traitement spécifique. Les myocardites à éosinophiles aussi,
Et tout ça, ça va être orienté par un contexte clinique de maladie dysimmunitaire. Et enfin, dans les myocardites toxiques, on va souligner deux choses. Les prises de toxiques type amphétamine ou cocaïne, et puis les médicaments avec les anthracyclines et puis le trastuzumab qui peut donner des myocardites. Pour ce qui est des critères IRM, ils ont été définis, donc ça s'appelle les critères de Lake-Louise, qui ont été faits enfin, il y a une première version, puis une version mise à jour. Il faut détecter 3 types de lésions. D'abord de l'œdème, donc on verra en hypersignal T2, qui sera soit focal, on dit patchy, ou diffus, avec une localisation non ischémique, donc plutôt sous-épicardique ou intramyocardique. Sur les critères revisités de 2017, je crois, on va trouver une augmentation du temps de relaxation en T2. On va observer une hyperémie, et l'hyperémie, elle sera mise en évidence avec un rehaussement précoce après injection de gadolinium en T1, un rehaussement qui sera plus important qu'au niveau du muscle adjacent. Augmentation du temps de relaxation en T1, et on peut calculer aussi le volume extracellulaire qui sera augmenté en cas d'hyperémie. Et la troisième chose, ça va être de la nécrose, et là on la met en évidence avec le rehaussement tardif, et là pareil, ça va être sur un territoire, enfin une localisation non ischémique. Il y a des critères supplémentaires qui permettent de conforter le diagnostic. Ça va être la présence d'un épanchement péricardique ou d'un rehaussement péricardique, et des anomalies de la cinétique segmentaire du ventricule gauche. Et donc avec tous ces critères, on va avoir une sensibilité à 80% et une spécificité à 87% pour le diagnostic de la myocardite. Donc l'IRM, il est à réaliser dès que possible à l'admission, ce d'autant que si le patient est stable et qu'il peut se dégrader au début dans la myocardite fulminante. Par contre, il peut être normal si on le fait précocement, mais ce n'est pas une raison pour essayer de le retarder. Si elle est normale, il ne faut pas hésiter à la refaire entre J7 et J14. Elle va avoir des intérêts pronostiques aussi, l'IRM. Donc, à la phase aiguë, les indices de pronostic péjoratifs, ça va être le volume télédiastolique, une atteinte septale et puis une atteinte biventriculaire d'emblée. Et l'IRM, c'est intéressant de la refaire à distance parce que soit l'IRM peut se normaliser et à ce moment-là, le pronostic sera plutôt bon. Mais si on a une persistance de rehaussement tardif et encore plus si on a encore de l'œdème, et ben là, on entre plutôt dans la myocardite chronique avec une évolution possible vers la cardiopathie à fraction d'éjection altérée, dilatée ou pas. Alors, quel bilan il faut faire dans la myocardite? Il ne faut pas rechercher de sérologie parce que même si on a des sérologies positives, on a du mal à faire l'association avec la myocardite, et puis de toute façon, ça ne va pas orienter le traitement. Il faut doser les marqueurs inflammatoires classiques, mais on voit qu'ils apparaissent nulle part dans la définition. Ce sera juste pour l'orientation diagnostique du MINOCA. Et puis, en ce qui concerne les biopsies endomyocardiques, qui ont toujours, elles sont évoquées assez rapidement en fait dans les recommandations de l'ESC, mais en pratique clinique, on les fait très rarement. Et on les réserve surtout dans les myocardites très graves. Donc, ça va être principalement des patients qui seront transférés dans les centres d'assistance ou de greffe. Il faut faire beaucoup de biopsies. Ils disent minimum 3, mais c'est même souvent plus que ça pour avoir une rentabilité correcte. Et donc, on les réserve la myocardite fulminante ou la myocardite qui évolue mal sous traitement médical. Et puis, quand on aura une suspicion de maladie dysimmunitaire, surtout la myocardite à cellules géantes, qui va répondre au traitement immunomodulateur et qui est par contre de mauvais pronostics. Et puis aussi, quand on suspecte une sarcoïdose, là, il faut aller à la biopsie endomyocardique. Quand on ne comprend pas trop, la biopsie, elle va permettre, avec la PCR, d'éliminer une infection virale active, et puis à ce moment-là, éventuellement débuter le traitement immunomodulateur. Et sinon, pour la prise en charge globale des myocardites, donc quand on a une myopéricardite, donc un tableau principalement de péricardite aiguë, mais avec une augmentation de la troponine, ce qui, dans l'étude citée en bas, là, ça peut représenter jusqu'à 30% des péricardites. Donc si on n'a pas d'atteinte ventriculaire gauche, une fraction d'éjection normale et puis une faible augmentation des troponines, on peut quand même proposer un traitement anti-inflammatoire.
Par contre, dans la vraie myocardite aiguë, c'est pas d'anti-inflammatoire, ça va être délétère. Et puis, ça va être un traitement par IEC et bêta-bloquant, principalement si on a une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Pour toutes les myocardites graves fulminantes, ça va être un traitement symptomatique avec amine et puis éventuellement assistance circulatoire. Ce d'autant que la myocardite fulminante, souvent l'évolution est très rapide au début, mais le pronostic est meilleur même que dans la myocardites aiguë. Donc il peut y avoir simplement une ECMO en bridge to recovery, donc en attente que ça récupère. Et sinon, ça va être évolution vers la greffe. Donc les immunosuppresseurs, ça peut marcher, mais c'est vraiment dans les cas exceptionnels dont on a parlé. Et puis, donc la myocardite aiguë peut se compliquer de troubles du rythme ventriculaire à la phase initiale. Et ça ne va pas nécessiter d'implantation de défibrillateur. Là, il faut discuter au cas par cas. Mais en tout cas, un trouble du rythme ventriculaire en phase aiguë ne nécessite pas une prévention par un défibrillateur. Et puis, ne pas oublier de contre-indiquer les patients au sport 6 mois après l'épisode. Ensuite, on va discuter de la rupture et de l'érosion de plaques. Donc là, la présentation clinique, ça va être celle d'un SCA. On estime que donc, la rupture ou l'érosion de plaques, ça peut représenter entre 5 à 20% de tous les SCA de type 1. Et quand on s'intéresse que au MINOCA, c'est entre 25 et 40% de tous les MINOCA. Le pronostic précis de cette étiologie est pas très bien étudié. En tout cas, là, dans l'étude qui est présentée ici, ils ont mis en évidence que quand on observe une rupture de plaque en OCT, le pronostic est moins bon que les MINOCA globalement, et on peut parfois rencontrer des multiples ruptures de plaques. Donc sur la méta-analyse de Pasupaty, ça représente 24% des MINOCA, et le diagnostic il va être fait en combinant l'IRM cardiaque et l'imagerie endocoronaire. Donc l'AIVUS, l'échographie endocoronaire et puis la tomographie par cohérence optique, ils sont très performants pour faire le diagnostic. Et ça va être un diagnostic de certitude, mais il faut une exploration ciblée. On ne peut pas explorer tout l'arbre coronaire. Donc il faudra le guider par l'IRM. Et l'infarctus qui est lié à la rupture ou l'érosion de plaque, on va avoir, l'hypothèse, c'est qu'on a de la thrombose in situ avec une fibrinolyse naturelle. Donc c'est pour ça qu'on va rien voir à la coronarographie. Et puis il va y avoir des embolies distales et peut-être aussi une participation de spasmes coronaires. L'IRM, dans ce cadre-là, est performant quand on le fait assez précocement après le diagnostic du MINOCA, surtout si l'augmentation de la troponine est faible. On va observer de la nécrose avec un rehaussement tardif de localisation sous-endocardique principalement, et ça va guider l'imagerie endocoronaire. On va avoir aussi de l'œdème, donc qui sera en hyper T2, et c'est assez performant puisque l'IRM peut détecter une nécrose de 1 gramme de myocarde. On observe souvent plus d'œdème que de nécrose, donc c'est pour ça qu'on suspecte que le mécanisme soit à la fois une ischémie transitoire, mais qui va récupérer, donc éviter une nécrose définitive du cardiomyocyte, et peut-être aussi du spasme coronaire. Il n'y a pas de recommandation claire sur est-ce qu'il faut refaire la coronarographie avec de l'imagerie endocoronaire une fois qu'on a une localisation pour nous aider. Mais en tout cas, il faut rediscuter avec le coronarographiste si ça vaut le coup d'aller faire de l'AIVUS ou de l'ECT ou pas. L'intérêt de bien faire ce diagnostic, ça va être surtout thérapeutique, parce que là, on est vraiment dans le SCA de type 1, donc la prise en charge, ça va être une bioantiagrégation plaquettaire, une thérapie par statine à forte dose, et puis une prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Un mot sur la dissection coronaire, qui représente 1 à 4% des syndromes coronariens ST+. Il est un peu moins présent dans les MINOCA, parce que souvent, quand même, on arrive à le voir à la coronarographie. Ça va toucher aussi vraiment la femme jeune,
en fin de grossesse ou en postpartum, et les patients atteints de maladies du tissu conjonctif. Et puis le trigger, ça va être souvent de l'effort physique intense ou de la prise, par exemple, de cocaïne. Encore une fois, quand on a un doute là, sur la coronarographie ou après la réalisation de l'IRM, l'imagerie endocoronaire est très performante pour faire le diagnostic de dissection coronaire. Et il faut penser chez ces patients à rechercher de la dysplasie fibromusculaire, qui dans les études peut être associée à plus de 70% des cas. Et l'outil principal, ça va être l'échographie Doppler de la carotide et des artères rénales. Dans ces cas-là, autant que possible, on évite l'angioplastie dans les dissections coronaires quand on a un flux satisfaisant, parce que ça peut amener à une extension de la dissection. Le traitement, ça va être l'aspirine, les IEC et les bêta-bloquants. Ensuite, le spasme coronaire, donc ça correspond à une hyperréactivité des cellules musculaires lisses qui répondent soit à l'action de substances endogènes ou exogènes. Et dans la méta-analyse, ils ont retrouvé donc jusqu'à 27% de positivité de spasme au test de provocation, sachant que c'est dans les études, le test de provocation est plus souvent réalisé que dans la vraie vie, et il faut faire un petit peu attention à ce chiffre qui paraît élevé, parce qu'on a des faux positifs. Des faux positifs, le spasme peut être inductible dans tous les SCAD type 1, même avec une occlusion coronaire qu'on débouche, on peut induire un spasme dans les suites, et puis également dans d'autres pathologies comme le Takotsubo. Donc parfois, il faut retarder un petit peu le spasme coronaire pour ne pas avoir d'éléments confondants. On va le suspecter dans des formes familiales, c'était décrit initialement chez les patients asiatiques surtout, et puis les gros fumeurs avec des facteurs de risque d'athérosclérose marqués. On va avoir un engord de repos, plutôt la nuit, enfin surtout la nuit ou le matin, avec des douleurs transitoires et des modifications électriques, avec notamment un SUS-ST, mais transitoire et régressif rapidement. Et parfois, les anomalies électriques sont difficiles à mettre en évidence. En tout cas, la douleur est bien nitrosensible. Et les événements déclenchants, ça va être le tabac, le froid, la prise encore une fois de cocaïne et d'amphétamine. Et au niveau médicamenteux, donc c'est les patients migraineux sous triptan ou les dérivés de l'ergot de seigle. Et puis en chimiothérapie, le 5-fluorouracil utilisé surtout dans les cancers digestifs. Il y aura aussi les agonistes dopaminergiques, et puis il faut penser au phéochromocytome. La définition, elle est angiographique, donc ça va être une réduction de 75% du calibre de l'artère après injection alors soit d'acétylcholine, nous on utilise plutôt le métergin avec des images qui sont faites à 1 minute, 2 et 5 minutes. L'IRM cardiaque, elle va être peu discriminante avec la rupture de plaque ou la dissection coronaire. On va retrouver de la nécrose et de l'œdème. Alors, est-ce qu'il faut le faire en phase aiguë ou un petit peu à distance? Ça, on n'a pas la réponse. En tout cas, ce qu'il faut rechercher, c'est est-ce qu'on a un spasme sur une seule artère ou plusieurs, et puis surtout voir s'il y a de l'athérome associé ou non. On va voir, c'est important pour le pronostic. Pas de nitré avant le test, parce que sinon ça fausse évidemment le test diagnostic. Par contre, en fin de procédure, il faut bien lever le spasme avec des nitrés intracoronaires et puis éventuellement un patch. Le pronostic du spasme coronaire, il est plutôt bon. Donc ça va faire appel à des traitements spécifiques et puis la prise en charge du risque cardiovasculaire. Le traitement, donc ça va être les inhibiteurs calciques. Souvent, on commence avec le verapamil 40 x 3. L'objectif, c'est d'arriver à une forme libération prolongée à 240 mg. Si on est gêné par la bradycardie, par exemple, on peut faire avec de l'Amlor. Et puis statine à forte dose et puis de l'aspirine. Dans les formes réfractaires, et puis toujours du natispré à la demande si récidive du spasme, et puis dans les formes réfractaires, les patchs de nitré. Là, on voit dans cette étude que le pronostic est différent en fonction de si on a de l'athérome coronaire associé. Et le pronostic le plus mauvais, c'est quand l'artère spasme sur une plaque d'athérome. Les deux cas où c'est un petit peu le pronostic est meilleur. Alors étonnamment, c'est quand on a un spasme sans lésion coronaire, le pronostic est un petit peu moins bon que quand on spasme, mais avec des lésions coronaires ailleurs, mais qui ne sont pas incriminées dans le spasme. Ensuite, on vient aux causes cardio-emboliques. Donc là, la présentation, ça va aussi être le SCA classique.
L'IRM va être peu discriminante, on va retrouver toujours la même chose, la nécrose et de l'œdème sous endocardique. Et les causes qu'il va falloir rechercher, donc c'est toutes les pathologies cardio-emboliques, donc la fibrillation auriculaire, la thrombose de valves prothétiques, les tumeurs myocardiques, plutôt les tumeurs bénignes, les myxomes et les fibroélastomes. Quand on a l'endocardite infectieuse qui sera facilement évoquée avec le contexte. Les embolies paradoxales sont déjà rares, mais là, l'embolie coronaire, c'est encore plus. Et puis, il faut se poser la question, quand on n'a vraiment aucun contexte clinique évocateur, de rechercher une thrombophilie. Et quand on la recherche de façon un peu systématique dans les études, il y a jusqu'à 15% de positivité. Donc, quand on n'a vraiment aucune orientation diagnostique, il faut penser à demander une recherche de mutation du facteur 5, résistance à la protéine C, la protéine S, le facteur 12, et puis les anticoagulants circulants lupiques. Là, il n'y a pas de traitement spécifique, ça va être le traitement de la cause qui est évidemment différent dans chaque cas. Une autre part importante des MINOCA, ça va être le syndrome de Takotsubo. Donc l'hypothèse physiopathologique principale, ça va être une sidération myocardique par les catécholamines, mais il y a probablement aussi d'autres mécanismes associés avec du spasme puis de la dysfonction microvasculaire. Classiquement, on a un trigger qui est un stress physique ou émotionnel, et puis on observe 3 formes de Takotsubo, la forme classique, donc avec une ballonisation apicale, une forme de Takotsubo équatoriale où on va avoir une hyperkinésie de l'apex et de la base et une akinésie de la paroi moyenne. Et puis le Takotsubo inversé où c'est la base qui est akinétique avec une hyperkinésie de l'apex. Le Takotsubo, il représente presque 20% des MINOCA. Le diagnostic, là pour le coup, souvent, il est assez rapidement orienté en tout cas, avec un contexte clinique. L'électrocardiogramme est varié, on peut avoir une présentation de ST+ classique. On peut retrouver des pseudo-onculs de nécrose qui seront réversibles en quelques jours. Et puis aussi la forme classique qui est la grande onde négative, ample, sans systématisation à un territoire coronaire, avec un QT qui s'allonge, mais parfois aussi un ECG normal. Et le diagnostic, il est le plus souvent fait assez rapidement, puisque la coronarographie, typiquement, il n'y a pas de lésion coronaire, mais on peut en retrouver quand même. Et puis, si l'angiographiste a un contexte évocateur, il va faire une ventriculographie, et là, on a le diagnostic de certitude. Si jamais ce n'est pas fait, on pourra faire le diagnostic en échographie cardiaque. Et puis, à la biologie, on note une discordance entre la fraction d'éjection, qui est souvent altérée vers 35%, avec un faible mouvement de troponine, qui ne correspondra pas à une nécrose d'une telle ampleur. Et puis, souvent, le BNP est élevé aussi. Quand on passe à côté ou quand on a un doute, il faut quand même aller à l'IRM, et l'IRM, il va confirmer le diagnostic. Donc au début, le phéochromocytome, ça devait vraiment être le diagnostic d'exclusion d'un syndrome coronaire aigu. Et là, récemment, avec les critères Intertac, disons qu'on peut retrouver le Takotsubo dans d'autres contextes, notamment si on peut avoir des atteintes coronaires même significatives dans le Takotsubo, puisque n'importe qui peut avoir des lésions coronaires. Et puis, les triggers, c'est pas uniquement le stress physique ou émotionnel, on peut retrouver des AVC, des HSA, et puis il faut évoquer aussi le phéochromocytome quand on n'a pas le contexte clinique habituel. Il y a beaucoup de complications du Takotsubo, donc ça va globalement c'est à peu près les mêmes que l'infarctus. On peut avoir de l'insuffisance cardiaque aiguë, le choc cardiogénique, on peut avoir des insuffisances mitrales, et notamment dans le cadre d'obstruction sous-aortique, vu qu'on a une hyperkinésie de la base, avec un effet SAM. On va avoir des troubles du rythme, peut avoir des troubles du rythme ventriculaire, favorisés par le QT long qui est un peu inhérent au Takotsubo. Donc là, il va falloir en plus éviter toute la pharmacologie qui va longer le QT. Et sur les formes apicales, évidemment, thrombus intravégé. Et puis, il peut faire de l'AFA sur l'insuffisance cardiaque. Et puis, récemment, on a eu un cas de BAV avec un Takotsubo. Alors, est-ce que c'est la syncope sur le BAV qui a causé le Takotsubo? Peut-être. En tout cas, on peut avoir l'association des deux.
Le traitement, il est symptomatique, il faut éviter les amines, puisque c'est un petit peu le mécanisme de sidération du myocarde. Les bêta-bloquants en phase très aiguë, il faut les limiter aux formes où on a une obstruction sous-aortique délétère. Et puis, il faut que le patient ne soit pas en choc cardiogénique. Et rapidement introduire les IEC, qui est la seule thérapeutique qui a montré une preuve d'amélioration à distance, à 1 an. Mais souvent, on va quand même rajouter aussi les bêta-bloquants une fois que le myocarde commence à récupérer. Et quand on n'a pas le contexte habituel, donc la femme âgée ménopausée, la femme âgée, c'est comme 90% des phéochromocytomes. Donc si on n'a pas ce contexte-là, il faut penser aussi à rechercher à l'interrogatoire et ou à la biologie le phéochromocytome. Le pronostic, en dehors de la phase très aiguë, il est plutôt bon. En général, ça récupère complètement en quelques jours ou semaines. Donc maintenant, je vais vous parler de la pathologie microvasculaire myocardique. Donc, c'est une ischémie myocardique, soit d'effort, soit de repos, qui est liée à la pathologie microvasculaire. Camici a proposé une classification qu'on ne va pas détailler, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se retrouver dans tous les types de cardiopathie, que ce soit une cardiomyopathie primitive ou une coronaropathie. Donc, elle est impliquée dans beaucoup de maladies. Et ça va être la conséquence d'une altération de la fonction et de la structure de la microcirculation et d'une dysfonction endothéliale. Là, sur ce schéma, c'était pour montrer que, donc là, on voit les résistances vasculaires. En fait, les troncs épicardiques ont peu de rôle là-dedans. Ça va être principalement les petites artères et les artérioles qui vont réguler la résistance vasculaire. Et dans la maladie microcirculatoire, on a une perte de l'autorégulation du débit sanguin coronaire et une mauvaise réponse aux agents vasodilatateurs, notamment le NO. Et souvent, on a du spasme microvasculaire inductible pharmacologiquement. C'est sûrement une maladie qui est sous-estimée. Là, dans une étude avec des tests d'ischémie pathologique, mais sans sténose coronaire, on retrouvait jusqu'à 45% de spasme microvasculaire, pas de spasme épicardique, et 55% d'IMR ou de réserve coronaire pathologique. Ça, je vais le développer plus tard. Et c'est un impact. Et souvent, ces patients ont un mauvais pronostic. Là, en 2 groupes, un groupe sans dysfonction microvasculaire. À 28 mois de suivi, on a 0% de MACE contre 14% dans le groupe avec une dysfonction microvasculaire. Et à 10 ans, il y a 30% de ces patients qui vont développer une sténose coronaire épicardique. Le diagnostic de référence de la pathologie microvasculaire, il est invasif et nécessite du matériel spécialisé puis un entraînement, donc il n'est pas fait partout et pas fait systématiquement. On a 2 outils pour faire le diagnostic. La réserve de flux coronaire, on va mesurer le flux en hyperémie et on va faire le rapport avec le flux de repos. Et normalement, ça doit augmenter de plus de 2 fois. Mais cette mesure, elle va être dépendante des sténoses coronaires. Et l'autre index qui est un peu plus précis et spécifique, ça va être l'index de résistance microvasculaire. Là, c'est une formule où on multiplie le temps moyen de transit en hyperémie par la pression du cathéter qui est intracoronaire, en distalité. Et là, si on multiplie ça et qu'on obtient un score plus de 23, eh ben, on a une résistance vasculaire élevée et une dysfonction microvasculaire. Cet index-là, il est indépendant d'une sténose épicardique. Il y a des moyens non invasifs qui sont validés, mais peu accessibles, le PET scanner, puis des IRM un peu spécifiques. Et il y a de la recherche sur l'intérêt de la scintigraphie myocardique simple pour diagnostiquer ça, mais ce n'est pas encore clair. Et puis, il y a le Doppler qui peut être utile, mais c'est plutôt réalisé dans les études plutôt qu'en pratique clinique. Malheureusement, cette maladie, il n'y a pas de traitement spécifique, mais il faut quand même bien suivre ces patients parce qu'ils peuvent évoluer sur leur risque cardiovasculaire et sur les troncs épicardiques. Et donc, ça va être prise en charge globalement de tous les facteurs de risque cardiovasculaire, prise en charge du diabète, etc. Donc, je vous ai présenté un petit peu toutes les maladies incriminées dans les MINOCA. Et maintenant, pour un petit peu faire la synthèse, je vous présente une étude criminale qui a été menée par, entre autres dans le centre par Loïc Bell et puis les ARC, et puis la participation aussi de Nathalie Noirclair.
Donc, c'est une étude prospective observationnelle dans 15 centres français, où on inclut des MINOCA, donc des syndromes coronariens aigus avec une troponine positive, pas de lésion coronaire, et puis une IRM qui était réalisée dans le mois suivant la scène clinique. Il y avait plusieurs objectifs à cette étude. Déjà montrer l'apport de l'IRM et puis voir un petit peu le pronostic à 1 an. Et donc, on demandait à la suite de l'examen clinique et de la coronarographie, on ne trouvait pas de lésion coronaire, on demandait aux cliniciens de faire une hypothèse. Est-ce que c'était un SCAD type 1, un SCAD type 2, une myocardite, un Takotsubo, un diagnostic autre, comme le spasme par exemple, ou s'il n'avait aucune idée du diagnostic. Et ensuite, on comparait avec, une fois qu'on avait les résultats de l'IRM. Et puis, à 1 an, on regardait donc les décès, l'hospitalisation, et puis la récurrence de l'événement. Donc, s'il refaisait le même événement que celui initial. Donc, il y avait 457 patients inclus, mais seulement 336 ont bénéficié de l'IRM, et donc ont été inclus dans l'étude. Et en fait, l'IRM est très performante puisque dans plus de 90% des cas, on va permettre d'arriver à un diagnostic clinique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le clinicien il se trompe dans plus d'une fois sur 3, 35% des cas. Et au final, la répartition des diagnostics qu'on va avoir avec l'IRM, c'est la myocardite au premier plan avec 37%, les SCAD type 1 une fois sur 4, le Takotsubo dans 16% des cas, SCAD type 2 7%, et diagnostic autre 3%. Dans ce diagramme, donc on voit les différentes étiologies du MINOCA. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on se trompe. Donc, en orange, c'est quand le clinicien avait raison et que l'IRM a conforté son diagnostic. Mais donc, dans le SCAD type 1, où on va avoir vraiment un impact thérapeutique important, une fois sur 3, en fait, le clinicien il s'est trompé. Il est passé à côté du diagnostic d'infarctus de type 1. Et puis aussi, on passe à côté aussi de presque une myocardite sur 3. Donc, qui potentiellement va avoir le traitement d'un SCAD type 1, donc une biantirrigation alors que c'est inutile. Donc, l'IRM, elle est quand même indispensable dans le MINOCA. Donc, quand on regarde les hypothèses diagnostiques des cliniciens qui étaient fausses, 35% étaient considérés à tort comme des SCAD type 1, donc qui avaient un traitement antiagrégant avec le risque hémorragique inhérent, mais de façon inutile, et 27% étaient considérés à tort comme myocardites, avec possiblement donc un SCAD type 1 et, donc, qui était non traité. Et au final, presque une fois sur deux, 45% des patients, on passait à côté du SCAD type 1, donc on ne mettait pas les traitements qu'il fallait. La mortalité a été faible à 1 an, seulement 3%, et qui a une origine cardiovasculaire dans seulement 0,6% des cas. Et finalement, grâce à l'IRM, on était plutôt bon parce que les traitements étaient assez adaptés. On n'avait que 1,2% de récurrence. Et parmi les SCA, il n'y en avait qu'un seul qui refaisait, donc ça veut probablement dire que notre traitement il est efficace. Et 1,2% des patients qui avaient un diagnostic autre, donc myocardite, Takotsubo ou autre, étaient hospitalisés, mais cette fois-ci pour un syndrome coronarien aigu. Une chose à signaler aussi dans cette étude, c'est qu'il y a eu une hospitalisation pour spasme coronaire, donc ça paraît pas beaucoup, mais quand on regarde un petit peu sur tous les patients de l'étude, on n'a eu que 4% de tests au métergin, ce qui est quand même faible quand on voit la méta-analyse. Il y en a beaucoup plus que ça, donc il faut quand même penser à les rechercher. Le point positif aussi, c'est que quand l'IRM était normal, le pronostic est très bon, il n'y a pas de décès dans ce groupe-là. Ensuite, ils sont intéressés entre le rapport l'élévation de la troponine et puis le délai de réalisation de l'IRM. Et donc les IRM normales, en moyenne, le délai avec le tableau clinique était de 17 jours, donc assez éloigné, contre 7 jours quand on a une IRM normale. Donc probablement qu'il y a une normalisation de l'IRM, c'est pour ça qu'il faut la faire assez rapidement. Et de même, quand la troponine est moins augmentée, l'IRM reviendra plus souvent normal. Et donc avec ça, on calcule un odds ratio qui est à 5, donc on a 5 fois plus de chances d'avoir
une IRM normale si on attend plus de 15 jours après le tableau clinique. Dans les différents centres, ils utilisaient des méthodes de dosage de troponine différentes. Donc, pour homogénéiser ça, ils ont fait un rapport entre la troponine et puis le 99e percentile. Et ce rapport, il est corrélé avec la contribution de l'IRM. Mais même sur les faibles augmentations de troponine, donc quand on est à moins de 4 fois la normale, et ben malgré cette faible nécrose, et ben l'IRM est quand même contributive dans 60% des cas. Donc il ne faut pas enterrer l'IRM si on a un mouvement de troponine qui nous paraît plus important. Là, on sort de l'étude criminale. Là, c'est le tableau récapitulatif de la méta-analyse de Pasupati, où on retrouve en fait à peu près les mêmes pourcentages d'étiologie que dans l'étude criminale. Donc, on a 33% de myocardite, 20% de SCAD type 1, 18% de Takotsubo. Et puis, là, dans la méta-analyse, on a quand même 26% de non déterminés, ce qui est plus que dans l'étude criminale. Et puis, une petite part aussi de découverte de cardiomyopathie obstructive, hypertrophique, amyloïde ou dilatée, que je n'ai pas détaillé parce que c'est le plus souvent un mode de révélation de la maladie, mais ce n'est pas vraiment une entité à part entière des MINOCA. Bon, là, je vais passer globalement. C'était une autre étude qui montrait que l'IRM est efficace dans 90% des cas. Finalement, l'ESC, ils ont essayé de faire un algorithme que je vous laisserai regarder, mais qu'on ne va pas développer parce que en fait, c'est compliqué de proposer une prise en charge standardisée puisqu'il n'y a pas de recommandation claire sur est-ce qu'il faut refaire une choro pour une imagerie endocoronaire, est-ce qu'il faut refaire la choro pour un test fonctionnel au métergin ou à l'adénosine, est-ce qu'il faut rechercher une thrombophilie, tout ça en fait c'est pas bien clair. Donc là c'est plutôt un pense-bête, une aide à la réflexion, mais il faut vraiment réfléchir au cas par cas et puis et pas de faire des batteries d'examen de façon systématique pour le diagnostic étiologique du MINOCA. Alors je vais juste terminer avec 2 cas cliniques. Donc le premier, c'est un patient qu'on a pris en charge en commun avec le CHAL. C'était un homme de 55 ans qui fumait un gros tabagique et qui fume du cannabis également, qui se rend à l'hôpital pour des douleurs thoraciques et puis finalement il fait un malaise et il est retrouvé en ACR devant l'hôpital et il récupère après un massage cardiaque de quelques ondes. Il est hospitalisé à l'USIC et là sur le CG on retrouve une séquelle inférieure avec une onde Q et des ondes T négatives dans tout le précordium. En échographie on retrouve la séquelle inférieure avec une FE modérément altérée et la troponine au pic à 400 nanogrammes par litre, donc peu élevé. On fait la coronarographie, donc on retrouve une occlusion de la coronaire droite. Et puis sur le réseau gauche, il y avait une sténose diagonale et le réseau gauche, il reprenait, là on le voit un petit peu, il reprenait parfaitement l'occlusion droite, donc qui était probablement un petit peu ancienne. Bon, vu le tableau clinique, il est quand même revascularisé à la fois sur sa coronaire droite et puis le stent sur la diagonale. Et puis le patient, il retourne au CHAL. Et là, il sort fumer une cigarette, il refait une douleur thoracique, de nouveau syncope et puis un court arrêt cardiaque devant l'hôpital qui récupère spontanément. Donc là, on refait le CG, pas de signe d'ischémie évolutive et la troponine continue à baisser. Donc il est gardé en surveillance, c'est J3, nouvelle douleur thoracique. Cette fois-ci, on a un SUSST de V2 à V6 en D1 à VL. Il fibrille avec des chocs électriques. Donc là, on dit bon, il faut retourner voir les coronaires. Les coronaires sont ouvertes, il n'y a pas de thrombose de stent, il n'y a rien de nouveau. Et là, on fait le test au métergin. Et là, donc l'IVA, elle s'est carrément fermée, il n'y a plus du tout de flux dans l'IVA. Un spasme sévère sur la marginale. Donc en fait, c'est un patient coronarien qui avait une occlusion droite et une sténose de la diagonale, mais qui avait aussi un vrai spasme en longueur Prince métal. Donc il a été traité par un inhibiteur calcique. Vu le contexte clinique, on avait décidé de l'implanter dans un défibrillateur et puis prise en charge du risque cardiovasculaire classique. Deuxième cas clinique, c'est une femme qui est actuellement chez nous, 81 ans. Elle a juste une œsophagite traitée par IPP et elle est hospitalisée pour un syndrome d'insuffisance cardiaque aiguë depuis une dizaine de jours, sans aucune douleur thoracique.
Aux urgences, elle est en subo-AP avec besoin d'oxygène, des bruits du cœur irréguliers. Et sur la première biologie, pas de troponine et puis des BNP qui sont peu élevés. C'est assez discordant avec l'échographie qui retrouve une FE altérée à 35%, une akinésie de toute la couronne apicale, un petit bourrelet sous-aortique mais qui n'est pas obstructif, une IM sévère sur une oreille dilatée, donc peut-être une FA un peu ancienne, et puis un débit cardiaque un peu limite. Alors voici son électro. Donc elle est en fibrillation auriculaire. Et puis ischémie ou pas, elle a des grandes ondes négatives un peu partout, pas très bien systématisées. Donc on fait la coronarographie et là on tombe sur une sténose livée moyenne et puis 2 sténoses sur la droite moyenne aussi. Et en dose de la troponine, elle reste basse. Les BNP sont assez élevés, 773 nanogrammes par litre. Donc là, c'est un peu une illustration que le Takotsubo peut être associé aussi à des lésions coronaires, ce qui est probablement le cas. On n'a pas encore la réponse puisqu'on ne sait pas si ça a récupéré encore. Et en tout cas, pour montrer un petit peu les complications possibles, donc ça, c'est son 12 dérivations. On voit des belles extrasystoles ventriculaires qui tapent bien sur l'onde T. Et elle a fini par partir en torsade. Bon, elle s'est réduite spontanément en une quinzaine de secondes, mais attention aux troubles du rythme, en tout cas. Donc, les messages qu'il faut retenir, c'est vraiment une médecine personnalisée. Il ne faut pas faire des batteries d'examen à tout le monde, mais orienter avec le contexte clinique et puis la coronarographie. Quand les patients reviennent de coro, alors qu'on suspecte un SCAP, il n'y a pas de lésion coronaire, il ne faut pas dire tout de suite c'est une myocardite. Il faut vraiment rechercher le diagnostic parce que le traitement il va être différent. L'IRM, elle a maintenant une place prépondérante, elle est en classe 1 des recommandations de l'ESC maintenant, dans le MINOCA. On n'a jamais parlé du coroscanner parce qu'il n'a pas de place dans cette indication. Il ne pourra absolument pas faire le diagnostic. Il ne faut rien faire de façon systématique, mais quand même, si on a un doute, rediscuter avec le coronarographiste s'il faut refaire un test au métergin ou l'imagerie endocoronaire. Un train peut en cacher un autre. On peut avoir des lésions coronaires avec tous les diagnostics qu'on a évoqués. Et voilà, vraiment essayer au maximum de faire un diagnostic précis parce que les ordonnances de sortie sont complètement différentes selon l'étiologie.